Votre personnalité décide de la façon dont les gens vous traitent et votre confiance décide jusqu'où vous pouvez aller. En ce moment, les gens vous jugent en quelques secondes, au travail, en public, même en ligne. Ils remarquent votre façon de parler, de vous tenir et de réagir. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous laissez les autres contrôler la façon dont ils vous perçoivent. La plupart des gens attendent que la confiance apparaisse comme par magie. Ils pensent qu'elle viendra avec le temps. Ce n'est pas le cas. Vous la construisez en faisant de petits pas intentionnels chaque jour. Il en va de même pour votre personnalité. Elle se développe quand vous travaillez activement dessus. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils simples, pratiques et quotidiens que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant pour améliorer les deux. Pas de théorie inutile, juste des actions concrètes qui font que les gens vous remarquent, vous respectent, vous prennent au sérieux. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les changements que vous ferez aujourd'hui peuvent transformer complètement votre vie. Chapitre 1. Regardez les gens dans les yeux quand ils parlent. Lorsque vous voulez améliorer votre personnalité et votre confiance, l'une des actions les plus puissantes que vous pouvez faire est de regarder les gens dans les yeux quand ils parlent. Cela peut paraître simple, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Beaucoup l'évitent. Ils regardent ailleurs, vers le sol ou par-dessus l'épaule de quelqu'un. Parfois par nervosité, d'autres fois par habitude. Mais voici ce que vous devez savoir. Le contact visuel n'est pas juste une question de regard. C'est une question de connexion. C'est montrer à l'autre personne que vous êtes présent, que vous l'estimez et que vous vous respectez suffisamment pour vous laisser voir. Pensez à la dernière fois où vous avez parlé à quelqu'un qui détournait sans cesse le regard. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Vous êtes-vous senti véritablement écouté? Probablement pas. Vous avez peut-être l'impression qu'il était distrait, désintéressé, voire qu'il cachait quelque chose. Maintenant, imaginez parler à quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux avec un regard calme et assuré. Vous avez l'impression qu'il vous entend vraiment, qu'il tient à la conversation, qu'il est sûr de lui. C'est la différence. C'est pourquoi maîtriser le contact visuel change la façon dont les gens vous voient et dont vous vous voyez vous-même. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous envoyez un message sans dire un mot. Vous dites « Je suis là. Je vous écoute. Je suis confiant en qui je suis ». Et quand vous faites de ce geste une habitude, cela commence à changer votre manière de vous tenir dans chaque interaction. Vous êtes plus à l'aise dans votre peau parce que vous n'évitez plus la connexion humaine. Vous l'embrassez. Vous pourriez penser, que faire si je me sens nerveux en regardant quelqu'un dans les yeux? C'est normal. Beaucoup de gens ressentent cela au début. Mais voici la vérité. La confiance n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous construisez. Si vous attendez d'être complètement confiant pour établir un contact visuel, vous attendrez pour toujours. Commencez par le faire, même lorsque vous êtes nerveux. Commencez petit. Peut-être que vous gardez le regard quelques secondes seulement, puis vous augmentez progressivement. Avec la pratique, cela cesse d'être inconfortable pour devenir naturel. Voici comment commencer à développer cette compétence dès aujourd'hui. D'abord, quand quelqu'un vous parle, tournez légèrement votre corps vers lui. Éliminez les distractions. Ne regardez pas votre téléphone ni autour de la pièce. Concentrez-vous. Regardez dans ses yeux. Pas de manière intense ou agressive, mais avec une présence calme et assurée. Si cela vous aide, remarquez la couleur de ses yeux. Cela maintient naturellement votre attention. Quand vous répondez, gardez ce même regard tranquille quelques secondes avant de regarder brièvement ailleurs, puis revenez au contact. Cela crée un rythme qui semble naturel et maintient la connexion vivante. Faites attention à la réaction des gens quand vous faites cela. Vous verrez qu'ils se rapprochent, partagent plus librement et vous traitent avec plus de respect. Et voici quelque chose d'important, vous verrez aussi que vous contrôlez mieux la conversation. Vous serez ancré, stable et clair. Voilà ce que ressent la vraie confiance. Le contact visuel influence aussi l'impression que les autres se font de vous. En affaires, un regard franc communique fiabilité et autorité. Dans les relations personnelles, il montre sincérité et confiance. Dans tous les domaines, il dit aux gens que vous croyez en vous. Et plus vous pratiquez, plus cela fait partie de votre personnalité. Bien sûr, il ne faut pas en faire trop. Fixer constamment et sans interruption peut mettre mal à l'aise. La confiance, c'est une question d'équilibre. Il faut assez de contact visuel pour montrer sa présence et son respect,
mais pas trop pour que ça paraisse artificiel. Considérez cela comme être pleinement là, dans l'instant, sans précipitation pour fuir l'échange. Quand ils parlent, vos yeux leur disent « Tu comptes pour moi maintenant ». Et quand vous parlez, vos yeux disent « Je crois à ce que je dis ». Avec le temps, cette habitude change simplement votre perception de vous-même. Vous ne reculez plus dans les conversations, vous ne vous sentez plus invisible dans un groupe, vous arrêtez de douter que vous avez votre place dans une pièce, vous commencez à sentir que votre voix compte. Et parce que vous le ressentez, les autres le ressentent aussi. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous captez le regard de quelqu'un, vous faites une impression immédiate. Les gens vous remarquent. Ils se souviennent de vous. Vous vous démarquez, non parce que vous êtes bruyant ou que vous essayez de prendre de la place, mais parce que vous tenez avec une assurance tranquille. Vous montrez que vous n'avez pas peur d'être vu. C'est l'une des bases de la personnalité et de la confiance. Il y a aussi un bénéfice plus profond. En pratiquant le regard dans les yeux, vous vous entraînez à rester dans l'instant présent. Vous n'êtes pas perdu dans vos pensées à vous demander comment vous paraissez ou ce que vous devez dire ensuite. Vous êtes engagé. Vous êtes conscient. Vous êtes connecté. Et les gens le sentent. Cette présence est magnétique. Elle attire les gens vers vous. Elle leur donne envie de passer plus de temps avec vous. C'est ainsi que se construisent les vraies relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Si vous avez du mal avec la timidité ou le doute de soi, cette habitude peut vous aider à sortir de votre coquille. Au début, cela demandera un effort conscient. Vous devrez vous le rappeler sans cesse. Mais peu à peu, cela deviendra automatique. Et lorsque cela arrive, vous ne fuirez plus les gens. Vous irez vers eux. Vous ne parlerez plus doucement en espérant ne pas être remarqué. Vous parlerez clairement parce que vous saurez que vos mots ont du poids. Votre personnalité deviendra plus affûtée, plus définie, plus authentique. C'est pourquoi je crois qu'apprendre à regarder les gens dans les yeux est l'une des manières les plus rapides d'améliorer votre personnalité et votre confiance. Cela ne vous coûte rien. Vous pouvez commencer tout de suite. Et pourtant, ça change tout, de la façon dont les gens vous traitent à celle dont vous vous percevez. Voici donc votre défi pour aujourd'hui. Dans chaque conversation que vous avez, que ce soit avec un ami, un collègue, un membre de votre famille ou même un caissier au magasin, établissez un contact visuel. Gardez-le assez longtemps pour montrer que vous écoutez et que vous n'êtes pas pressé. Si cela vous semble étrange au début, allez jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que vous construisez votre force. C'est là que le changement se produit. Dans les jours qui suivent, vous remarquerez que les conversations deviennent plus naturelles. Les gens s'ouvriront davantage à vous. Ils se souviendront de vous comme de quelqu'un qui écoute. Et vous commencerez à vous tenir avec un niveau de confiance qui n'a pas besoin d'être forcé. Elle viendra du fait que vous pourrez affronter les gens pleinement, sans peur. Améliorer votre personnalité et votre confiance, ce n'est pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est devenir plus à l'aise avec qui vous êtes. Et une des façons les plus puissantes d'y parvenir est d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de détourner le regard. Regardez les gens dans les yeux quand ils parlent. Tenez-vous là, soyez présent, prenez ce moment. C'est une petite action, mais qui envoie un message fort. Vous croyez en vous et vous n'avez pas peur d'être vu. Si vous vous engagez à pratiquer cela aujourd'hui et que vous vous y tenez chaque jour, vous verrez la différence non pas en mois ou en années, mais en quelques jours. Parce que dès que vous commencez à vous montrer pleinement dans vos conversations, les gens vous verront autrement. Plus important encore, vous vous verrez autrement. Et ce changement, ce glissement dans la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même, c'est la vraie récompense. Chapitre 2. Exprimez votre opinion, même si cela vous met mal à l'aise. Exprimer son opinion quand cela est inconfortable est une des compétences les plus importantes à développer pour construire la confiance et forger une personnalité forte. Ce n'est pas seulement avoir une voix. C'est l'utiliser, même quand votre cœur bat la chamade et que vous préférez rester silencieux. Souvent, les gens évitent de partager leurs pensées réelles par peur d'être jugés, rejetés ou mal compris. Mais si vous laissez la peur décider quand vous parlez, vous passerez votre vie à être d'accord avec des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, à suivre des chemins dans lesquels vous ne croyez pas et à cacher votre vrai vous au monde. Ce n'est pas vivre pleinement et ce n'est certainement pas ainsi que l'on construit une force de caractère. Il y aura des moments où vous saurez la vérité, mais dire cette vérité provoquera des tensions.
Vous pourriez être dans une réunion où tout le monde approuve une mauvaise idée. Vous pourriez être avec des amis qui sont tous d'accord sur quelque chose que vous savez faux. Dans ces moments-là, votre esprit commence à débattre. Dois-je dire quelque chose? Et s'il pense que j'ai tort? Et si je rends la situation gênante? Cette hésitation intérieure est l'endroit même où la confiance est testée et se construit. Le choix le plus facile est de rester silencieux. Le meilleur choix, celui qui façonne votre personnalité, est de parler. Quand vous partagez votre opinion, même dans des moments inconfortables, vous prouvez à vous-même que votre voix compte. Vous arrêtez d'attendre l'approbation pour exister. Et plus vous faites cela, moins la peur vous contrôle. Vous vous engagez à vous faire confiance dans chaque environnement. Cette confiance devient une partie de votre identité. Elle se voit dans votre posture, votre façon de parler et la façon dont les gens réagissent à vous. Il est important de comprendre que dire son opinion ne signifie pas être grossier, dur ou imposer ses idées aux autres. La confiance n'est pas de l'agressivité. L'objectif n'est pas de gagner à chaque discussion. C'est de s'exprimer honnêtement tout en respectant les autres. Cet équilibre est ce qui vaut le respect. Les gens ne seront peut-être pas d'accord avec vous, mais ils se souviendront de vous comme de quelqu'un qui défend ses convictions. Et avec le temps, cela vaut bien plus que d'être connu comme quelqu'un qui est toujours d'accord juste pour éviter les conflits. La peur de s'exprimer vient souvent de quelques causes. Parfois, c'est la peur du rejet, la crainte que si quelqu'un n'est pas d'accord, cela signifie qu'il ne vous aime pas. D'autres fois, c'est la peur de faire une erreur devant les autres. Et souvent, c'est simplement une habitude acquise après des années de silence. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes peuvent être brisées. Vous pouvez vous entraîner à parler comme vous vous entraînez à faire du sport ou à apprendre une nouvelle compétence. Cela commence par de petits pas. Si vous n'avez pas l'habitude de partager votre avis, agissez dans des situations à faible enjeu. Si vous êtes dans un groupe qui choisit boire ou manger, dites ce que vous préférez au lieu de dire « je n'ai pas d'avis ». Si vous discutez d'un sujet que vous connaissez, partagez vos connaissances au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse en premier. Ces petits moments apprennent à votre esprit que rien de mauvais ne se passe quand vous vous exprimez. Et chaque fois que vous le faites, vous faites un pas de plus pour briser le schéma du silence. Une fois que vous avez cette habitude, vous remarquerez quelque chose de puissant. Exprimer son opinion ne concerne pas qu'un moment. Cela influence la manière dont les gens vous perçoivent à long terme. Sur votre lieu de travail, cela vous positionne comme quelqu'un qui peut apporter des idées et penser par lui-même. Dans votre vie personnelle, cela fait de vous une personne réelle et digne de confiance. Les gens sentent quand vous êtes authentique et l'authenticité attire le respect. Maintenant, il y a une autre vérité que vous devez accepter. Parfois, quand vous exprimez votre opinion, les gens ne seront pas d'accord avec vous. C'est normal. Le désaccord fait partie de la vie. Ce qui n'est pas normal, c'est de vous taire juste pour l'éviter. Quand vous êtes prêt à partager votre point de vue, en sachant que certains ne l'accepteront pas, vous êtes libre. Vous ne dépendez plus de l'approbation de tous pour vous sentir en sécurité. Cette liberté est une partie essentielle de la vraie confiance. Une des plus grandes erreurs que font les gens est de penser qu'ils ont besoin de mots parfaits avant de s'exprimer. Ils réfléchissent trop à chaque détail. Et quand ils sont prêts, le moment est passé. Comprenez une chose, vous n'avez pas à être parfait pour avoir de la valeur. Votre opinion mérite d'être entendue, même si elle n'est pas parfaitement polie. La confiance vient du fait de s'exprimer clairement et honnêtement, pas de délivrer un discours impeccable. Pour que votre opinion soit bien reçue, concentrez-vous sur votre manière de parler. Parlez à un rythme régulier. Gardez un ton calme mais ferme. Regardez là où les personnes à qui vous vous adressez. Évitez de jouer avec vos mains ou de détourner le regard. Ces petits gestes renforcent vos paroles en montrant votre présence. Les gens n'entendent pas seulement ce que vous dites, ils ressentent comment vous le dites. Et quand votre présence correspond à votre message, vos paroles ont du poids. Dire ce que vous croyez change aussi votre perception de vous-même. Vous vous sentez responsable de votre propre vie. Vous arrêtez d'attendre que les autres prennent les devants. Vous cessez de laisser passer des situations où votre voix aurait pu faire la différence. Cela crée un sentiment de fierté. Pas de la fierté arrogante, mais celle qui vient du fait de ne pas s'être caché. Cette fierté devient une source tranquille de force que vous portez partout. Il y a aussi un autre avantage auquel vous ne pensez peut-être pas.
Lorsque vous exprimez votre opinion, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Beaucoup restent silencieux pour les mêmes raisons que vous avez pu avoir. Ils ont peur du jugement, du malaise ou de faire une erreur. Quand vous brisez ce silence, vous leur facilitez la tâche. Cela crée de meilleures conversations, des relations plus profondes et des équipes plus solides. Vous connaîtrez des moments où parler sera difficile. Peut-être que votre voix tremblera. Peut-être que votre cœur s'accélérera. Ce n'est pas un signe d'arrêt. C'est un signe que vous grandissez. La croissance ne se ressent jamais complètement confortable. Si vous attendez que les nerfs disparaissent avant de prendre la parole, vous restez au même endroit. Le courage de parler malgré la nervosité est ce qui vous transforme. Une façon utile de vous préparer aux moments inconfortables est de réfléchir à vos valeurs avant. Sachez ce qui compte pour vous. Si vous êtes clair sur ce que vous défendez, il est plus facile de prendre la parole lorsqu'une situation remet en question ces valeurs. Vous n'aurez pas à vous précipiter pour décider. Vous saurez déjà où vous vous situez. Cette clarté renforce votre confiance parce que vous ne parlez pas au hasard. Vous parlez à partir d'une conviction. Vous devez aussi comprendre que donner votre avis ne signifie pas dominer une conversation. C'est contribuer. Cela signifie que vous devez aussi écouter. La confiance, c'est savoir que votre opinion compte. Mais la sagesse, c'est savoir que celle des autres compte aussi. Quand vous respectez les deux, vous devenez le genre de personne dont les gens veulent entendre la parole parce qu'ils savent que vous ne faites pas que parler, vous vous engagez. Avec le temps, exprimer votre opinion dans des moments inconfortables devient moins une question de courage et plus une habitude. Vous remarquerez que vous hésitez moins. Vous commencez à vous sentir à l'aise pour vous adresser à une salle, affirmer votre position en réunion ou exprimer un point de vue différent parmi des amis. Ce qui semblait risqué deviendra naturel. Les personnes qui réussissent dans la vie sont rarement celles qui sont toujours conservatrices, prudentes et silencieuses. Ce sont celles qui acceptent de prendre le risque d'être mal à l'aise pour être fidèles à elles-mêmes. Si vous voulez construire une personnalité qui se démarque et une confiance qui tient sous pression, vous devez être l'une de ces personnes. Commencez à vous entraîner dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentirez cette hésitation monter dans votre poitrine, cette envie de vous taire alors que vous avez quelque chose de vrai à dire, choisissez l'option la plus difficile. Parlez. Exprimez clairement et respectueusement votre opinion. Puis observez ce que vous ressentirez après. Vous réaliserez que l'inconfort passe vite, mais que la force que vous gagnez reste. Recommencez demain et encore le jour suivant. C'est ainsi que vous changez ce que vous êtes aux yeux des autres et surtout aux vôtres. Chaque fois que vous exprimez votre opinion, même si c'est inconfortable, vous prouvez à vous-même que votre voix compte, que votre présence compte et que vous avez le courage de défendre ce en quoi vous croyez. Avec le temps, cela ne fera pas que renforcer votre confiance, cela deviendra la base de la personne dont vous serez fier. Chapitre 3. Saluez les gens en premier pour montrer que vous êtes confiant. Saluer les gens en premier est l'une des habitudes les plus simples mais puissantes que vous pouvez développer si vous voulez projeter de la confiance et faire forte impression. Beaucoup sous-estiment l'influence que cette seule action a sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur ce que vous ressentez à propos de vous-même. Quand vous prenez l'initiative de saluer quelqu'un, vous montrez que vous êtes ouvert, abordable et assez sûr de vous pour être celui qui démarre l'échange. Vous n'attendez pas d'être remarqué. Vous faites le premier pas pour créer du lien. Cela envoie un signal fort au monde sur qui vous êtes. La plupart des gens attendent que ce soit les autres qui fassent le premier geste. Ils regardent leur téléphone, font semblant d'être occupés ou attendent d'être sûrs que l'autre personne les remarquera en premier. Le problème avec cette approche est qu'elle vous rend passif. Elle vous fait paraître incertain, même si ce n'est pas le cas. La confiance, c'est montrer sa présence sans hésitation. Et saluer en premier est une manière claire et directe de le faire. Quand vous entrez dans une pièce et dites « bonjour » ou « salut, ça va ?» avant tout le monde, vous donnez le ton. Vous établissez l'énergie de l'échange dès le départ. Les gens répondent à ce leadership. Ils vous voient comme quelqu'un qui est à l'aise pour engager la discussion. Avec le temps, ils s'attendent à ce que vous apportiez de la positivité et de la chaleur à une situation. Et cette réputation construit confiance et respect. Il est important de comprendre que saluer en premier n'est pas seulement une question de politesse. C'est une question d'influence. Les premières secondes d'un échange déterminent souvent comment le reste va se dérouler.
Si ces secondes sont remplies d'hésitation ou de silence, vous perdez une occasion de modeler l'échange. Mais quand vous saluez en premier, vous contrôlez la première impression. Vous dites sans mots, « Je suis à l'aise ici. Je suis content de vous voir. Je suis prêt à échanger. » Certaines personnes se retiennent parce qu'elles se sentent gênées ou craignent d'être ignorées. Elles craignent que si elles saluent quelqu'un et ne reçoivent pas le même enthousiasme en retour, ce sera embarrassant. Mais cette pensée vient du fait de trop se concentrer sur la réaction des autres au lieu de l'action elle-même. La confiance, ce n'est pas garantir un résultat précis. C'est agir à partir de votre propre force, peu importe la réaction des autres. Même si quelqu'un vous accorde à peine un signe, vous avez quand même envoyé à vous-même le message que vous êtes capable de prendre l'initiative. Ce message intérieur compte plus que leur réponse. Saluer en premier change aussi la manière dont vous vous tenez dans la vie quotidienne. Vous entrez dans des lieux avec plus de conscience. Vous ne cherchez pas seulement à vous fondre dans le décor. Vous participez. Vous prêtez attention aux gens, remarquez leur présence et la reconnaissez. Cette conscience vous rend plus alerte socialement parce que vous ne pensez plus seulement à vous-même. Vous pensez à l'environnement et aux personnes qui le composent. Il est utile de préciser que la façon dont vous saluez compte. Un salut faible ou hésitant peut envoyer un message contraire à ce que vous voulez transmettre. Si vous marmonnez ou à peine levez les yeux, vous ne projetez pas de la confiance. L'objectif est que votre salut soit clair, audible et accompagné d'un regard sincère. Tenez-vous droit ou asseyez-vous bien. Parlez assez fort pour être entendu sans crier. Ajoutez un petit sourire naturel pour montrer de la chaleur. Ces détails créent une impression à la fois amicale et assurée. Cette habitude crée aussi des opportunités. Les gens se souviennent de ceux qui les font se sentir vus. Ils se souviennent des sentiments. Si vous saluez systématiquement en premier, vous verrez que plus de personnes viennent vers vous, que les conversations démarrent naturellement plus souvent, et que vous formez plus de relations. Vous deviendrez connu comme quelqu'un de facile à aborder, et cette réputation peut ouvrir des portes socialement et professionnellement. Au travail, saluer les collègues avant qu'ils ne vous saluent peut changer la culture autour de vous. Cela réduit les barrières, augmente la coopération et vous fait ressortir positivement. Dans les situations sociales, cela casse la tension de la nouveauté et aide les autres à se détendre. Même dans la vie quotidienne, au magasin, dans la file d'attente d'un café, dans l'allée d'un voisin, un simple bonjour initié par vous peut transformer un moment de silence en connexion. Une clé pour développer cette habitude est de la rendre automatique. Ne réfléchissez pas trop et n'attendez pas le moment parfait. Dès que vous voyez quelqu'un que vous connaissez, saluez-le. Si vous croisez un inconnu dans un environnement amical, dites rapidement bonjour ou bon matin. Au début, vous devrez peut-être vous le rappeler consciemment. Mais après assez de répétitions, cela deviendra naturel. Et une fois que c'est naturel, votre personnalité commence à se définir par cette confiance facile. Saluer en premier peut aussi aider à briser les schémas d'anxiété sociale. Beaucoup évitent les interactions parce qu'ils ont peur du rejet. Ils pensent que s'ils n'initient pas, ils ne peuvent pas être rejetés. Mais cette peur les empêche de développer des compétences sociales qui rendraient le rejet moins probable. En saluant en premier, vous affrontez cette peur par petites doses. Vous vous prouvez encore et encore que commencer un échange n'est pas aussi risqué que votre esprit le fait croire. Avec le temps, ces petites victoires renforcent votre image de vous-même. Vous remarquerez aussi que lorsque vous saluez, les gens ont tendance à refléter votre énergie. Si vous saluez d'une voix claire et avec une expression détendue, ils répondront souvent de la même manière. Cela rend les interactions plus fluides et agréables. Cela vous place aussi dans une position de leadership subtil parce que vous avez établi le ton et le rythme de l'échange. Pour que cela soit efficace, votre salut doit correspondre au contexte. Dans un cadre formel, vous pouvez dire « bon après-midi » ou « heureux de vous voir ». Dans un cadre informel, « salut » ou « ça va » fonctionne bien. L'important est que cela semble naturel venant de vous. Si vous forcez un salut qui ne correspond ni à votre personnalité ni à la situation, cela sonnera faux. La confiance, ce n'est pas faire semblant. C'est s'exprimer d'une manière réelle et confortable. Une chose à retenir est que saluer en premier ne signifie pas être excessivement bavard ou forcer la conversation. C'est ouvrir la porte, pas pousser les gens à entrer. Parfois,
Un simple salut suffit à faire se sentir reconnu quelqu'un qui ne l'est pas. D'autres fois, cela peut mener à un échange plus long. Vous laissez cela se développer naturellement. La victoire est dans l'acte d'initier, pas dans le contrôle de la direction de la conversation. Avec le temps, vous verrez l'effet boule de neige de cette habitude. Les gens vous salueront plus vite en retour. Vous trouverez plus facile d'engager la conversation. Vous vous libérez plus en groupe parce que vous saurez gérer les premières secondes avec aisance. Et parce que vous êtes à l'aise pour prendre les devants à ces moments-là, votre présence sera plus forte et plus ancrée. Quand vous saluez en premier, vous vous entraînez aussi à être plus tourné vers l'extérieur. Au lieu d'être enfermé dans vos pensées ou vos insécurités, vous portez attention aux autres. Ce changement de focus réduit souvent la conscience de soi parce que vous n'êtes plus enfermé dans votre tête. Vous êtes engagé avec le monde qui vous entoure, et cet engagement construit naturellement la confiance. Cela vaut la peine de pratiquer ceci même avec les gens que vous voyez tous les jours. Ne présumez pas que la familiarité remplace le besoin de saluer. Commencez la journée en saluant vos collègues, membres de la famille ou amis, donne le ton positif. Cela montre une constance dans votre caractère. Les gens commencent à vous associer à des interactions positives. Et cette association renforce les relations avec le temps. Il y a aussi un effet interne subtil mais important. Quand vous prenez l'initiative de saluer quelqu'un, vous faites un choix petit mais intentionnel d'agir au lieu de réagir. Ce choix renforce l'état d'esprit que vous pouvez prendre le contrôle des situations au lieu d'attendre qu'elles vous arrivent. Cet état d'esprit proactif répété en petites actions construit une base pour gérer des défis plus grands avec confiance. Saluer en premier peut sembler un détail, mais souvent ce sont ces détails qui façonnent la façon dont les autres vous perçoivent. Chaque fois que vous choisissez d'être celui qui démarre l'échange, vous renforcez l'idée que vous êtes à l'aise, capable et confiant. Et à chaque répétition, cette idée devient plus vraie. Non seulement dans la façon dont les autres vous voient, mais aussi dans celle dont vous vous voyez vous-même. Si vous voulez commencer à développer cette habitude tout de suite, faites attention à vos prochaines interactions. Repérez le moment juste avant que quelqu'un ne salue et soyez le premier. Observez ce que cela vous fait de prendre cette initiative. Au début, cela peut demander un effort consciencieux, mais bientôt cela fera partie de ce que vous êtes. Et une fois que cela fait partie de vous, vous n'y penserez même plus. Ce sera simplement votre manière d'être dans le monde. En choisissant de saluer en premier, vous ne faites pas que montrer de la politesse. Vous façonnez votre identité comme quelqu'un de présent, accessible et qui n'a pas peur de prendre les devants. C'est le genre de confiance que les gens remarquent sans que vous ayez à l'annoncer. Elle est visible dans vos actions, dans votre manière de vous tenir et dans la façon dont vous faites sentir les autres. Quand vous mettez cela en pratique de façon constante, le monde commence à répondre d'une manière qui confirme exactement ce que vous avez construit. Une personnalité forte, confiante et authentique. Chapitre 4. Maîtrisez votre ton pour que vos paroles soient respectées. La façon dont vous parlez peut décider si les gens vous écoutent vraiment ou s'ils entendent simplement vos mots sans les valoriser. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Votre ton véhicule plus de poids que vous ne le pensez. Il peut rendre votre message fort et fiable, ou l'affaiblir avant même que vos mots soient compris. Quand vous maîtrisez votre ton, vous montrez de la maîtrise de soi. Vous montrez que vous êtes intentionnel dans votre message et que vous respectez à la fois vous-même et vos interlocuteurs. C'est ce qui vous fait gagner le respect en retour. Les gens se concentrent souvent sur le choix des mots, mais c'est le ton qui donne à ces mots leur vrai sens. Deux personnes peuvent dire la même phrase, mais celle qui a un ton calme et assuré sera toujours prise plus au sérieux. L'autre, si son ton est tremblant, précipité ou trop sec, aura du mal à avoir le même impact, peu importe l'intelligence ou la justesse de ses mots. C'est pourquoi développer la capacité à contrôler son ton est essentiel si vous voulez être une personne dont les mots ont de l'influence. Maîtriser son ton commence par la conscience. Beaucoup de gens ne réalisent même pas comment ils sonnent en parlant. Ils pensent parler calmement, mais les autres entendent de la tension ou de l'impatience. Ou ils se sentent passionnés, mais leur ton semble agressif. La première étape est d'y prêter attention. Remarquez comment votre voix change lorsque vous êtes stressé, excité ou frustré. Vous pouvez même vous enregistrer en conversation pour entendre ce que les autres entendent. Cela peut être inconfortable, mais c'est l'une des manières les plus rapides de reconnaître ce qui doit être ajusté.
Une fois que vous en prenez conscience, l'étape suivante est de gérer votre respiration. Une respiration rapide ou irrégulière conduit souvent à un ton accéléré. Les personnes qui parlent trop vite peuvent paraître nerveuses ou incertaines, même lorsqu'elles ont confiance en leurs idées. Ralentir votre respiration ralentit naturellement votre parole, donnant à votre voix une qualité plus calme et plus ancrée. Quand votre voix est stable, les gens ont plus tendance à croire que vous êtes stable. Le volume est aussi important. Parler trop doucement peut donner l'impression que vous manquez de conviction, tandis que parler trop fort peut vous faire paraître autoritaire. L'objectif est un volume équilibré qui correspond au contexte. Dans une pièce calme, vous n'avez pas besoin d'augmenter beaucoup la voix. Dans un grand espace ou un environnement bruyant, vous avez besoin de plus de projection, mais sans crier. Ajustez votre volume au moment où vous contrôlez la situation. Le ton est aussi influencé par le rythme. Un rythme accéléré peut submerger les auditeurs, tandis qu'un rythme lent et délibéré donne aux gens le temps d'assimiler votre message. Il signale aussi que vous êtes assez confiant pour laisser vos mots avoir leur effet sans courir vers la fin. Les personnes qui vont vite ont souvent l'air de vouloir en finir avec le moment difficile. Ceux qui gèrent leur rythme montrent qu'ils sont à l'aise d'être entendus. La qualité émotionnelle de votre ton peut faire la différence entre susciter la confiance et créer une résistance. Si vous parlez sur un ton calme mais ferme, vous encouragez l'ouverture au dialogue. Si vous parlez sur un ton dur, sarcastique ou impatient, vous créez de la défensive même si vos paroles sont raisonnables. Les meilleurs communicateurs choisissent un ton adapté à leur intention. Si votre but est de persuader, votre ton doit être invitant. Si votre but est de poser une limite, votre ton doit être clair et ferme sans être hostile. L'un des défis pour contrôler son ton est de le garder constant quand les émotions montent. La colère, la frustration, voire l'excitation peuvent pousser votre voix à l'extrême. Mais dans ces moments, celui qui garde un ton contrôlé a un réel avantage. Quand tout le monde élève la voix, celui qui reste stable capte l'attention. Ce contrôle ne vient pas de faire semblant de ne pas ressentir d'émotion. Il vient de vous entraîner à répondre plutôt qu'à réagir. Une habitude utile est de faire une pause avant de parler dans les situations chargées émotionnellement. Cette petite pause vous permet de choisir votre ton avant que vos mots ne sortent de votre bouche. Elle peut durer 2 ou 3 secondes, mais peut faire la différence entre dire quelque chose de manière entendue et le dire de manière rejetée. En milieu professionnel, cette pause vous évite d'avoir l'air sur la défensive. En contexte personnel, elle peut empêcher un litige de s'aggraver inutilement. Votre ton influence aussi le souvenir que les gens gardent de vous après une conversation. Si votre ton est respectueux et équilibré, ils vous associeront à la maturité et à la fiabilité. Si votre ton est souvent sec ou méprisant, ils éviteront peut-être de vous parler à moins d'y être obligés. La façon dont vous faites sentir les gens quand vous parlez dure plus longtemps que les mots précis que vous avez utilisés. Une autre manière d'améliorer votre ton est d'observer les bons orateurs. Faites attention aux conférenciers, aux dirigeants ou même aux collègues qui ont naturellement de l'autorité quand ils parlent. Notez comment ils utilisent les pauses, contrôlent leur volume et équilibrent la chaleur et l'autorité. Vous pouvez beaucoup apprendre en observant puis en pratiquant ces techniques à votre manière. Une erreur fréquente est de penser que contrôler son ton signifie parler de façon plate ou sans émotion. Ce n'est pas le but. Vous voulez garder votre expressivité naturelle, mais qu'elle soit intentionnelle. Un ton complètement plat peut vous faire paraître désintéressé, tandis que des variations incontrôlées peuvent donner l'impression d'instabilité. Le juste milieu est là où réside la confiance. Assez expressif pour capter l'attention, assez stable pour inspirer confiance. Il est également utile de noter que différentes situations réclament des tons différents. Une réunion d'équipe où vous motivez les autres nécessite plus d'énergie dans la voix. Une conversation sérieuse en tête-à-tête peut demander un ton plus doux et plus posé. La capacité à ajuster son ton selon la situation montre une adaptabilité, et l'adaptabilité est une forme d'intelligence respectée. La relation entre le ton et le respect est particulièrement importante lorsque vous essayez d'influencer une décision. Même les meilleures idées peuvent être ignorées si le ton utilisé pour les transmettre est négligent ou méprisant. En revanche, un ton bien contrôlé peut rendre une idée modeste plus crédible.
Les gens sont plus ouverts à écouter quand ils se sentent respectés, et votre ton est le premier signe de ce respect. Dans les moments de désaccord, contrôler votre ton devient encore plus crucial. Si vous élevez la voix ou semblez irrité, l'autre personne se concentre sur votre ton plutôt que sur votre message. Mais si vous restez calme et parlez clairement, elle doit s'engager sur votre véritable point. Cela peut faire la différence entre une conversation qui progresse et un conflit. Développer le contrôle de votre ton ne se fait pas en un jour. Cela se construit avec le temps, par une pratique répétée, dans des conversations faciles comme difficiles. Vous pouvez commencer tout de suite en faisant attention à vos prochaines interactions. Observez la réaction des gens. Se penchent-ils pour écouter et s'engager, ou semblent-ils fermés? Si vous constatez de la résistance, demandez-vous si ce sont vos mots ou votre ton qui la provoquent. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Vous n'aurez bientôt plus besoin de penser consciemment à ajuster votre ton. Cela se fera automatiquement. Cela vous donne un énorme avantage dans tous les domaines, car les gens vous répondront naturellement avec plus d'ouverture et de respect. Vous pourrez dire ce que vous pensez sans conflits inutiles. Vous pourrez diriger sans imposer votre autorité. Un ton contrôlé renforce également votre confiance intérieure. Savoir que vous pouvez gérer n'importe quelle conversation sans perdre le contrôle de votre voix vous donne une assurance stable. Vous cessez de craindre d'être mal compris parce que vous savez que vous présentez votre message de la manière la plus claire et respectueuse possible. Et quand vous savez cela sur vous-même, vous parlez plus souvent, partagez plus d'idées et saisissez plus d'opportunités. Chaque conversation est une chance de renforcer cette habitude. Que ce soit un échange rapide avec un inconnu ou une discussion sérieuse avec un collègue, choisissez de maîtriser votre ton, tenez-vous droit, respirez calmement, parlez à un rythme qui laisse vos mots s'imprégner et gardez votre voix stable. Quand vous faites cela régulièrement, les gens écoutent, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez mérité. Quand les gens respectent vos paroles, ils vous respectent aussi. Et maîtriser votre ton est l'un des moyens les plus sûrs pour que cela arrive. C'est une compétence qui vaut la peine d'être développée, car elle vous sert partout, dans votre travail, vos relations et votre développement personnel. Plus vous la maîtrisez, plus votre communication devient puissante et plus vous avez d'influence pour façonner votre vie. Chapitre 5. Tenez-vous immobile en parlant pour capter toute l'attention. Quand vous parlez, chaque partie de votre corps communique quelque chose. Même avant que les gens comprennent vos mots, votre façon de bouger, de vous tenir, de rester debout, envoie des messages à ceux qui regardent et écoutent. Si vous voulez que vos paroles aient du poids, vous devez créer les conditions qui permettent aux gens de se concentrer totalement sur elles. Une des façons les plus efficaces d'y parvenir est de rester immobile en parlant. Rester physiquement ancré envoie un message de maîtrise de soi et de certitude. Cela dit à votre audience, que ce soit une personne ou une salle pleine, que vous maîtrisez votre message et que vous méritez d'être écouté. Beaucoup ne réalisent pas à quel point les mouvements inutiles peuvent déranger. Ils gigotent, déplacent leur poids d'un pied à l'autre, tapotent des mains ou ajustent constamment leurs vêtements. Certains font des allers-retours sans s'en rendre compte. Ces gestes peuvent sembler naturels sur le moment, surtout si vous êtes nerveux, mais ils amoindrissent la force de votre discours. Les yeux des gens suivent alors vos mouvements au lieu de se concentrer sur vos paroles. Leur attention se déplace du contenu de votre message à votre gestuelle. En éliminant ces mouvements inutiles, vous facilitez beaucoup l'impact de votre message. Rester immobile ne veut pas dire être raide ou rigide. Cela signifie être stable, posé et intentionnel dans chaque mouvement que vous faites. Votre corps doit soutenir vos mots, pas leur faire concurrence. Quand vous êtes ancré, vous créez une présence impossible à ignorer. Les gens accordent instinctivement plus d'attention à quelqu'un qui paraît stable et posé, parce que cela communique confiance et autorité. Dès que vous commencez à parler, votre public, consciemment ou non, commence à se faire une impression de vous. Si vous paraissez agité, l'impression sera d'incertitude. Si vous êtes calme et concentré, ce sera d'assurance. C'est vrai dans tous les contextes, entretien d'embauche, réunion, scène, conversation avec un ami ou présentation à quelqu'un de nouveau. Pour maintenir efficacement votre immobilité, vous devez d'abord prendre conscience de vos habitudes physiques. La plupart des mouvements nerveux sont inconscients. La prochaine fois que vous parlerez,
Observez bien ce que fait votre corps. Vous balancez-vous d'un côté à l'autre? Basculez-vous sur vos talons? Croisez-vous et décroisez-vous les bras? Une fois ces habitudes repérées, vous pouvez les remplacer par une posture ancrée. Tenez-vous les pieds à la largeur des épaules. Gardez le poids du corps réparti également. Détendez les épaules. Laissez vos bras reposer naturellement sur les côtés lorsque vous ne les utilisez pas pour insister sur un point. Cette position a non seulement l'air confiante, mais elle est aussi stable, ce qui aide à calmer les nerfs. Une autre clé pour capter l'attention est d'utiliser des mouvements intentionnels lorsque vous choisissez de bouger. Si vous faites un pas en avant en soulignant un point fort, cela semble volontaire et donne de l'accent. Si vous utilisez un geste pour illustrer une idée, cela attire l'attention de l'auditeur. Mais bouger sans raison peut affecter votre discours. Les gens ne doivent jamais avoir l'impression que vous bougez parce que vous hésitez. Ils doivent sentir que chaque geste apporte quelque chose à vos paroles. Rester immobile en parlant vous aide aussi à mieux projeter votre voix. Le mouvement constant peut rendre votre voix irrégulière ou précipitée. Une posture stable vous permet de bien respirer, de contrôler votre ton et de garder un rythme régulier. Cela rend votre message plus délibéré et clair. Lorsque votre public entend cette stabilité dans votre voix et la voix dans votre posture, il se prête naturellement plus d'attention. Il y a aussi un aspect psychologique. L'immobilité chez l'orateur crée de l'immobilité chez l'auditeur. Lorsque vous êtes posé, vous donnez à votre public une raison de se concentrer totalement sur vous. Les gens sentent quand quelqu'un est pleinement présent dans l'instant. Ils perçoivent quand votre attention est tournée vers la conversation et non vers votre propre malaise. Cette présence est magnétique. Elle attire les gens sans effort de votre part. Il est important de se rappeler que rester immobile ne signifie pas supprimer votre énergie. L'énergie est cruciale pour captiver, mais elle doit être dirigée vers vos mots et vos expressions faciales plutôt que dispersée dans des mouvements agités. Quand votre énergie est concentrée, elle amplifie le sens de vos paroles au lieu de leur faire concurrence. C'est pourquoi certains des orateurs les plus captivants peuvent rester au même endroit tout en tenant l'attention de centaines de personnes. Ils canalisent leur énergie dans leurs messages, pas dans des gestes désordonnés. Cette habitude est aussi très efficace en situation individuelle. Si vous parlez à quelqu'un d'important et que vous regardez sans cesse ailleurs, changer de position ou bouger, il pourrait avoir l'impression que vous êtes distrait ou incertain. Mais si vous restez immobile ou assis, regardez directement la personne et exprimez vos pensées avec calme et certitude, elle percevra l'importance de ce que vous dites. Ce genre de présence inspire plus de confiance. Apprendre à rester immobile en parlant demande de l'entraînement, surtout si vous avez tendance à beaucoup bouger lorsque vous êtes nerveux. Commencez par pratiquer en situation peu stressante. Quand vous parlez à un ami, concentrez-vous sur le fait de garder vos pieds bien à plat et vos mouvements limités. Lorsque vous expliquez quelque chose au travail, soyez conscient de votre posture. Avec le temps, cette conscience deviendra naturelle et votre corps adoptera automatiquement une posture plus ancrée lorsque vous commencerez à parler. L'immobilité vous aide également à contrôler le rythme de la conversation. Le mouvement peut souvent vous faire accélérer sans que vous le réalisiez, donnant un effet précipité à vos mots. Quand vous êtes immobile, vous contrôlez mieux le tempo de votre discours. Vous pouvez faire des pauses pour laisser les points importants s'imprégner, et ces pauses paraîtront délibérées plutôt qu'embarrassantes. Cela rend votre communication plus puissante parce que les gens ont le temps de comprendre ce que vous dites. En milieu professionnel, cette compétence peut vraiment vous démarquer. Les personnes qui restent immobiles en parlant semblent souvent plus crédibles et dignes de confiance. Elles paraissent confiantes sans arrogance. Ils créent un environnement où les gens ont envie d'écouter parce qu'il n'y a aucune distraction qui détourne du message. Dans les rôles de leadership, cela est inestimable. Si vous pouvez capter l'attention des gens sans dépendre du mouvement, votre influence est considérablement grande. L'immobilité peut aussi vous aider à gérer votre propre nervosité. Quand vous êtes physiquement ancré, votre corps se sent plus stable et cette stabilité aide à calmer votre esprit. La nervosité se manifeste souvent par des mouvements agités. En imposant consciemment ces mouvements, vous envoyez à vous-même un signal de contrôle. Ce cercle vertueux fonctionne dans les deux sens. Plus vous êtes immobile, plus vous vous sentez confiant. Et plus vous vous sentez confiant,
plus il vous est naturel de rester immobile. Un défi fréquent est de penser qu'il faut bouger pour paraître engagé. Bien que le mouvement puisse ajouter de l'énergie, il ne devrait jamais remplacer la force de vos mots. Si votre message est clair, votre ton stable et votre posture assurée, vous n'avez pas besoin de gestes constants pour retenir l'attention. En fait, les mouvements inutiles distraient souvent plus qu'ils n'apportent à votre message. Rester immobile ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser de gestes, mais ces gestes doivent avoir un but. Un mouvement de main bien placé peut souligner un point. Un petit pas en avant peut signaler qu'une chose est importante, mais ces actions doivent être délibérées, non automatiques. Lorsque vos mouvements sont intentionnels, ils renforcent votre communication au lieu de la détourner. La clé est de faire de l'immobilité une partie naturelle de votre manière de communiquer, pas quelque chose que vous ne faites que dans les situations formelles. Pratiquez-la dans les conversations quotidiennes jusqu'à ce que cela devienne naturel. Vous remarquerez que les gens réagissent différemment lorsque vous êtes immobile et concentré. Ils écouteront plus longtemps, prendront vos paroles plus au sérieux et se souviendront de ce que vous avez dit. Quand vous restez immobile en parlant, vous envoyez un message silencieux mais puissant. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous contrôlez la conversation et vous croyez que vos mots ont de la valeur. Les gens le sentent immédiatement et ajustent leur attention en conséquence. Avec le temps, cette habitude devient l'un des outils les plus puissants pour commander le respect et influencer les autres. Plus vous utilisez cette compétence, plus vous en verrez l'impact. Vous remarquerez que les gens se penchent vers vous pour mieux entendre. Vous constaterez que les interruptions se font moins fréquentes parce que les auditeurs sont plus engagés. Vous verrez que vos mots ont plus de poids parce que votre présence physique les soutient. Et une fois que vous aurez expérimenté cet effet, vous comprendrez pourquoi l'immobilité est une forme de communication si puissante. Dans chaque interaction, vous avez le choix. Vous pouvez disperser votre présence par des mouvements inutiles ou l'ancrer dans l'immobilité. La première divise l'attention. La seconde la concentre sur vous. Si vous voulez que les gens entendent, comprennent et respectent ce que vous dites, choisissez l'immobilité. Laissez vos mots faire leur travail, soutenus par une posture et une présence qui disent clairement, sans un mouvement superflu, que vous méritez d'être écouté. Chapitre 6. Défiez-vous chaque jour avec des tâches que vous évitez habituellement. La manière la plus rapide de grandir en tant que personne est de bâtir une confiance durable et d'affronter quotidiennement les choses que vous évitez habituellement. Tout le monde a des tâches qu'il remet à plus tard. Ce sont souvent celles qui suscitent de l'inconfort, de l'intimidation ou simplement de la gêne. Mais les éviter sans cesse crée un schéma d'hésitation. Chaque fois que vous esquivez un défi, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt. Avec le temps, ce message devient une croyance, et ces croyances limitent votre croissance. La seule manière de la briser est de faire le contraire. Affrontez ces mêmes tâches chaque jour jusqu'à ce que la peur ou la résistance qu'elles génèrent ne vous contrôle plus. Se défier tous les jours ne signifie pas tenter l'impossible. Cela signifie s'engager volontairement dans des situations qui vous font avancer, même petites. Par exemple, faire un appel téléphonique que vous avez évité, prendre la parole en réunion, essayer un exercice que vous fuyez ou apprendre une compétence que vous pensez ne pas maîtriser. Ces actions paraissent mineures isolément, mais leur valeur réelle vient de l'habitude qu'elles instaurent. Lorsque vous vous entraînez à affronter les défis au lieu de les éviter, vous reprogrammez votre manière d'aborder la vie. La vérité est que la confiance ne se construit pas dans le confort, mais dans les moments de tension. Quand vous entendez cette petite voix qui vous dit de reculer, mais que vous choisissez d'aller de l'avant, les personnes qui paraissent naturellement confiantes sont souvent celles qui se sont entraînées à avancer malgré l'inconfort. Elles ont appris que l'instant d'hésitation est précisément l'endroit où la croissance se produit. Vous pourriez penser qu'une chose difficile par jour ne changerait pas grand-chose. Mais imaginez ce qui arrive quand vous répétez cela pendant des semaines, des mois, des années. Vous ferez face à des centaines de défis que vous avez autrefois évités. Chacun vous rendra un peu plus fort, un peu plus courageux, un peu plus capable. La personne que vous deviendrez après un an de petits défis quotidiens sera complètement différente de celle qui les a évités. Un des plus grands bénéfices de cette habitude est qu'elle transforme votre relation à la peur. La plupart des gens attendent de ne plus avoir peur pour agir. Mais la peur ne disparaît pas toute seule. Elle s'estompe quand vous prouvez que vous pouvez agir malgré elle.
La première fois que vous affrontez ce que vous évitez, vous pouvez être nerveux. La deuxième fois, c'est plus facile. À la 10e, vous vous demandez pourquoi cela vous a tant dérangé. Cette transformation vient uniquement par la répétition. Un autre avantage est que la réalisation des tâches évitées développe la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous vous forcez à faire ce que vous auriez remis à plus tard, vous renforcez cette discipline. Et plus elle devient forte, plus vous devenez fiable dans tous les domaines. Vous cessez d'attendre la motivation et agissez parce que c'est la bonne chose à faire. Cette fiabilité est une grande partie de la personnalité et de la confiance. Il est également important de comprendre que ces défis n'ont pas besoin d'être publics ou dramatiques. Les plus puissants sont souvent privés. Personne d'autre n'a besoin de vous voir les accomplir. Ce qui compte, c'est que vous voyez le faire. Vous bâtissez le respect de soi, et le respect de soi est la base de la confiance. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Et cette certitude tranquille change votre manière de vous déplacer dans le monde. Certains jours, les défis seront petits. Peut-être répondez-vous à un email que vous avez évité une semaine. D'autres jours, ils seront plus grands, comme avoir une conversation difficile ou postuler à une opportunité qui vous intimide. La taille importe moins que la constance. L'important est d'en faire une partie non négociable de votre journée. Une chose que vous évitez doit être faite aujourd'hui. Sans exception. Lorsque vous prenez cette habitude, vous remarquerez rapidement la résistance s'installer. Votre esprit essaiera de vous dissuader. Il vous proposera des excuses, des distractions, des rationalisations. C'est là que vous devez vous rappeler pourquoi vous faites cela. Pas pour être parfait, mais pour devenir plus fort. Chaque fois que vous brisez cette résistance, vous vous prouvez que c'est vous qui contrôlez, pas vos excuses. Les changements que vous vivez grâce à cette habitude ne sont pas que mentaux. Physiquement, vous verrez une différence dans votre posture. Vous marcherez avec plus d'assurance, parlerez avec plus de confiance et aborderez les situations avec moins d'hésitation. C'est parce que votre cerveau commence à associer les défis à la réussite plutôt qu'à l'échec. Plus vous gagnez ces petites batailles quotidiennes, plus vous vous attendez à gagner à l'avenir. Il y a aussi un effet boule de neige. Quand vous commencez à vous défier dans un domaine, vous le faites naturellement dans d'autres. Vous pouvez débuter par vous pousser au travail, puis rapidement prendre en charge les objectifs personnels que vous évitez. Vous pouvez commencer par des défis physiques, puis finir par initier des conversations que vous trouvez intimidantes. Cette habitude se répand parce que vous avez développé le muscle de l'action. Une chose importante à garder à l'esprit est que vos défis ne doivent pas toujours viser à corriger les faiblesses. Ils peuvent aussi servir à développer vos forces. Si vous êtes déjà bon dans un domaine mais que vous restez dans vos limites sécurisées, poussez-vous à aller plus loin. Participez à un concours, visez un niveau supérieur ou prenez en charge un projet avec plus de responsabilités que d'habitude. La croissance se produit aux frontières de votre zone de confort. Que ce soit dans une faiblesse ou une force, le résultat le plus précieux de cette habitude est la manière dont elle façonne votre identité. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui hésite et commencez à vous voir comme quelqu'un qui agit. Ce changement d'identité est puissant parce que dès que vous croyez être une personne d'action, vous cherchez des occasions de le prouver encore et encore. Cela devient un cercle vertueux d'action et de croissance qui s'amplifie. Dans vos relations, cette habitude vous rend plus fiable et plus intéressant. Les gens sentent quand vous êtes quelqu'un qui fait face à la vie de front. Ils se sentent plus à l'aise de compter sur vous parce qu'ils savent que vous ne fuirez pas les difficultés. Ils sont également attirés par vous parce que vous avez des histoires, des expériences et des connaissances que seule la confrontation à de nouvelles situations peut apporter. Dans le travail, la différence est encore plus visible. Ceux qui sont promus, à qui on confie des projets importants ou des rôles de leadership, sont rarement ceux qui ne font que le facile. Ce sont ceux qui relèvent régulièrement les tâches que les autres évitent. Ils montrent qu'ils peuvent gérer la pression et l'incertitude, qualités essentielles pour diriger. En faisant des défis quotidiens une partie de votre vie, vous vous préparez à ces moments avant qu'ils n'arrivent. Il est bon de se rappeler que vous n'avez pas besoin de réussir chaque défi pour en tirer bénéfice. Le simple fait d'essayer ce que vous auriez évité est déjà précieux. Même en cas d'échec, vous avez brisé l'habitude d'éviter. Et souvent, les leçons tirées des échecs sont ce qui vous prépare à réussir la prochaine fois.
Ce n'est pas une stratégie à court terme. La vraie force de ce défi quotidien vient du fait d'en faire un aspect permanent de votre vie. Avec le temps, ce qui vous intimidait devient habituel. Cela ne signifie pas que l'habitude cesse de fonctionner. Cela signifie que vous continuez à élever la barre. En grandissant, vous trouvez de nouvelles occasions de vous défier, assurant ainsi que vous ne stagnez jamais. La personne qui relève des défis quotidiens n'est pas la même que celle qui les évite. La différence se voit dans leur confiance, leur personnalité et leurs résultats dans la vie. L'une est réactive, laissant la peur décider de ce qui se fait. L'autre est proactive, décidant elle-même de ce qui doit être fait et le faisant. Le choix de qui vous devenez se fait dans ces petits moments chaque jour où vous faites face à la tâche ou vous détournez. Si vous vous engagez à affronter un défi que vous évitez chaque jour, vous serez surpris de voir à quelle vitesse votre vie change. Vous commencerez à ressentir une fierté profonde chaque soir. Non pas parce que tout s'est parfaitement bien passé, mais parce que vous vous êtes présenté à vous-même. Cette fierté crée de l'élan, et cet élan mène à la transformation. Bientôt, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous évitiez sans y penser fait désormais partie de votre routine normale. C'est alors que vous saurez que cette habitude a fait son travail. Elle vous a rendu plus fort, plus capable et plus confiant qu'avant. Et le meilleur, c'est qu'il y aura toujours un nouveau défi qui vous attend demain, prêt à vous pousser un peu plus loin et à vous faire grandir vers la personne que vous pouvez devenir. Chapitre 7. Parlez plus lentement pour rendre vos mots plus puissants. La vitesse à laquelle vous parlez peut déterminer si votre message a un impact ou s'efface véritablement dans le bruit ambiant. Lorsque vous parlez trop vite, vos mots peuvent sortir avant que l'auditeur ait eu le temps de les assimiler. Il peut saisir vos phrases, mais manquer le sens. Il peut vous entendre, mais ne pas vous ressentir. Parler lentement permet à vos mots de respirer, donne au public le temps d'absorber votre message et montre que vous contrôlez ce que vous dites. Cela communique que vous ne cherchez pas à en finir vite. Vous croyez que ce que vous dites mérite l'attention de l'auditeur. Beaucoup parlent vite sans s'en rendre compte. Parfois, c'est la nervosité. D'autres fois, c'est pour insérer trop d'idées en peu de temps. Dans certains cas, c'est simplement une habitude prise au fil des ans. Le problème est que parler trop vite rend la connexion plus difficile. Les gens ont du mal à suivre ou manquent des détails importants. Si vous ralentissez, vous leur donnez une chance de s'engager plus profondément avec votre message. Parler plus lentement ne signifie pas étirer vos phrases de manière artificielle. C'est trouver un rythme qui semble délibéré et stable. C'est montrer que vous contrôlez votre discours plutôt que de laisser les nerfs ou l'excitation prendre le dessus. En ralentissant votre élocution, vous gagnez aussi plus de maîtrise sur votre ton, votre volume et vos accents, ce qui rend vos mots plus confiants et intentionnels. Un rythme plus lent vous laisse également le temps de choisir vos mots avec soin. Au lieu de passer précipitamment d'une idée à une autre, vous avez le temps de vous assurer que ce que vous dites est clair et précis. Cela donne une impression de réflexion et de préparation. Les auditeurs respectent davantage quelqu'un qui parle avec intention plutôt qu'avec rapidité, car cela signifie que vous êtes assez sûr de vous pour prendre votre temps. Un autre effet important de parler plus lentement est de renforcer le poids de vos pauses. Les pauses sont des outils puissants en communication. Elles permettent à votre message de s'imprégner, de créer de l'anticipation et d'attirer l'attention sur ce qui vient ensuite. Si vous enchaînez les phrases sans pause, vous vous privez de cet outil. Mais si vous ralentissez et utilisez des pauses stratégiques, vous pouvez faire ressortir les points clés sans avoir à les répéter. Ralentir votre discours réduit aussi les malentendus. Quand vous parlez vite, les mots se mélangent, rendant plus difficile le suivi pour les auditeurs. Cela est particulièrement vrai en milieu professionnel, où la clarté est cruciale. Un rythme stable garantit que votre message passe exactement comme vous l'entendez. Il offre également à votre public l'espace pour réagir et répondre, transformant un monologue en conversation. Si vous avez déjà écouté quelqu'un parler calmement et posément, vous avez sans doute remarqué à quel point cela change l'atmosphère de l'échange. Les gens se détendent. Ils sentent qu'ils peuvent suivre et que leur temps est respecté. Ils perçoivent également que l'orateur est confiant. La confiance ne consiste pas à se précipiter pour se prouver soi-même. Il s'agit de livrer son message de manière à inviter les autres à écouter attentivement. S'entraîner à parler plus lentement commence par la conscience de soi.
La prochaine fois que vous êtes en conversation, faites attention à votre rythme. Remarquez si vous avez tendance à accélérer lorsque vous êtes motivé ou lorsque le sujet vous tient à cœur. C'est souvent là que ralentir est le plus utile, car cela garantit que vos points les plus importants défilent clairement. La respiration est un autre facteur clé. Beaucoup de personnes qui parlent vite prennent des respirations superficielles, ce qui conduit à un discours accéléré. Des respirations profondes et régulières vous permettent de maintenir un rythme plus lent tout en gardant une voix forte. Avant de commencer à parler, prenez une inspiration calme et laissez vos premiers mots donner le ton pour le reste de la phrase. Cela vous ralentit non seulement, mais rend votre discours plus posé. Parler plus lentement vous rend aussi plus crédible. Les gens associent souvent une parole rapide et nerveuse à de l'incertitude, tandis qu'une parole mesurée et stable est liée à l'autorité et à la fiabilité. Quand vous donnez l'impression d'avoir réfléchi à vos mots, les gens croient naturellement que vos idées ont aussi été mûrement pensées. Vous pourriez craindre qu'en parlant plus lentement vous paraissiez ennuyeux ou moins captivant. C'est le contraire qui est vrai si c'est bien fait. Si vous combinez un rythme stable avec un accent naturel, un ton varié et une expression claire, vous captivez. Vous donnez aux gens le temps de se connecter émotionnellement à votre message plutôt que de simplement traiter l'information mécaniquement. Parler plus lentement vous aide également à gérer vos propres émotions en conversation. Dans les moments de conflit ou de stress, un rythme ralenti vous empêche de dire quelque chose que vous pourriez regretter. Cela vous permet de garder votre calme, même lorsque le sujet est difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants et bons communicateurs parlent souvent plus lentement lors de discussions sérieuses. Ils contrôlent l'énergie dans la pièce et montrent qu'ils réfléchissent en parlant. En situation sociale, parlez plus lentement et rendez vos conversations plus captivantes. Lorsque vous passez vos phrases en accéléré, vous pouvez involontairement couper les opportunités de réponse pour les autres. Un rythme plus lent crée de l'espace pour que les autres contribuent, ce qui rend l'échange plus équilibré et connecté. Cela vous donne également la possibilité de capter les signaux non-verbaux de l'interlocuteur, comme ses expressions faciales ou son langage corporel, qui peuvent guider la suite de la conversation. Pour faire de parler plus lentement une habitude régulière, entraînez-vous d'abord en situation peu stressante. Utilisez-le quand vous racontez une histoire à un ami, expliquez un concept, ou même lisez quelque chose à voix haute pour vous-même. Concentrez-vous à bien articuler chaque mot et à laisser de courtes pauses entre les idées. Avec le temps, ce rythme deviendra naturel et vous pourrez l'adopter sans y penser dans des situations plus stressantes. Il est aussi utile de se rappeler que le silence n'est pas votre ennemi. Beaucoup se précipitent parce qu'ils ne supportent pas une simple pause. Mais le silence, quand il est utilisé intentionnellement, est un des outils les plus puissants dont vous disposez. Il donne à votre auditeur un instant pour réfléchir et le rend plus attentif à ce que vous direz ensuite. Il peut transformer une phrase ordinaire en quelque chose de mémorable simplement en lui laissant l'espace pour raisonner. Parler plus lentement est une compétence qui impacte tous les aspects de la vie. En milieu professionnel, cela peut vous aider à diriger des réunions, faire des présentations ou négocier plus efficacement. Dans les relations personnelles, cela rend les conversations plus profondes et significatives. Dans les interactions quotidiennes, cela fait de vous quelqu'un que les gens aiment écouter parce que vous les faites se sentir inclus et respectés. Avec le temps, vous remarquerez que parler plus lentement change la manière dont les gens vous répondent. Ils vous interrompent moins parce qu'ils peuvent vous suivre facilement. Ils retiennent davantage ce que vous dites parce que vous leur avez laissé le temps de l'assimiler. Ils vous perçoivent plus confiants parce que votre rythme montre que vous êtes à l'aise dans l'instant. Et vous développerez cette confiance en vous parce que vous ne courez plus à travers vos propres pensées. Vous les contrôlez. La capacité à ralentir votre élocution ne concerne pas seulement la communication. Elle concerne la présence. Lorsque vous ralentissez, vous ne donnez pas seulement plus de temps à votre auditoire. Vous vous ancrez dans le moment, montrant que vous n'avez rien à prouver en vous précipitant. Ce genre de présence est rare, et c'est une des qualités qui font que les gens ont envie de vous écouter encore et encore. Si vous vous engagez à pratiquer cela chaque jour, vous constaterez que vos mots portent plus de sens. Vos idées seront prises plus au sérieux et votre présence paraîtra plus forte dans toutes les pièces où vous entrez. Parler plus lentement ne signifie pas changer qui vous êtes.
Il s'agit de peaufiner votre manière de vous exprimer afin que la puissance de votre message ne se perde jamais dans la vitesse de votre élocution. C'est un petit changement avec un impact extraordinaire. Et une fois que vous aurez vu comment cela transforme vos échanges, vous ne reviendrez jamais à parler en courant. C'est parce qu'ils ont confiance que vous les écoutez sans jugement et que vous répondez avec compréhension. Cette confiance est rare et précieuse, et elle se construit une question réfléchie à la fois. Poser des questions réfléchies ne consiste pas à impressionner qui que ce soit. Il s'agit de bâtir des relations qui comptent. Il s'agit de transformer chaque conversation en une opportunité de se connecter, de comprendre et de grandir. Lorsque vous abordez les interactions avec cet état d'esprit, vous rendez non seulement la conversation plus significative pour l'autre personne, mais vous enrichissez aussi votre propre vie avec de nouvelles perspectives et une connexion plus profonde. Si vous prenez l'habitude de poser des questions réfléchies chaque jour, vous verrez rapidement la différence dans la façon dont les gens réagissent à vous. Ils se souviendront de la manière dont vous les avez fait se sentir, de l'intérêt que vous avez montré et de l'espace que vous leur avez donné pour s'exprimer. Ce souvenir durera beaucoup plus longtemps que n'importe quelle conversation superficielle, et cela vous distinguera comme quelqu'un qui sait rendre les dialogues vraiment significatifs. Chapitre 9. Tenez bon lorsqu'on doute de vos capacités. Quand quelqu'un doute de vos capacités, vous faites face à un moment qui peut soit vous affaiblir, soit vous renforcer. La façon dont vous réagissez détermine lequel des deux cela sera. Le doute des autres peut faire mal, surtout lorsqu'il vient de personnes que vous respectez ou dont les opinions de l'influence. Mais c'est aussi une occasion de montrer ce dont vous êtes capable, non seulement à eux, mais aussi à vous-même. Tenir bon signifie rester ferme dans la confiance en vos compétences et refuser de laisser l'incertitude d'autrui vous définir. Quand quelqu'un remet en question votre capacité, il parle souvent de son propre point de vue, modelé par ses propres limites, expériences ou peurs. Cela ne signifie pas que son jugement est exact. Souvent, les gens sous-estiment les autres parce qu'ils ont déjà décidé ce qu'il est possible de faire selon leurs propres limites. Si vous laissez leurs doutes dicter vos actions, vous leur donnez du pouvoir sur votre croissance. Si vous tenez bon, vous gardez ce pouvoir pour vous. La première partie pour tenir bon est de ne pas réagir dans la colère ou l'insécurité. C'est naturel de se sentir sur la défensive, mais la défensive convainc rarement. Prenez plutôt une inspiration et rappelez-vous votre parcours. Vous avez déjà affronté des défis, appris des compétences, résolu des problèmes et surmonté des obstacles. La personne qui doute de vous ne connaît peut-être pas toute l'étendue de ce que vous avez surmonté, mais vous oui. C'est ce savoir sur lequel vous vous appuyez pour refuser de vous rétracter face aux doutes. Parfois, tenir bon signifie répondre avec calme et confiance. Si quelqu'un doute que vous puissiez accomplir une tâche, vous pouvez reconnaître sa crainte sans accepter son verdict. Vous pourriez dire « Je comprends ». Cela peut sembler difficile, mais je sais que je peux le gérer. Et ensuite le prouver par vos actes. Vous ne gaspillez pas d'énergie à essayer de les convaincre par des mots seuls. Vous leur montrez par les résultats. Il y aura des situations où le doute n'est pas exprimé directement, mais sous-entendu par le comportement de quelqu'un. Ils peuvent vous écarter d'une opportunité, hésiter à vous confier une responsabilité, ou suggérer subtilement qu'une autre personne serait plus adaptée. Dans ces moments, vous avez toujours la chance de montrer vos capacités en restant constant et en fournissant un travail solide sur le long terme. Des résultats constants sont impossibles à ignorer. Il est important de se rappeler que tout doute n'est pas malveillant. Parfois, les gens ne savent simplement pas de quoi vous êtes capable parce qu'ils ne l'ont pas encore vu. Mais que le doute soit fondé sur l'ignorance, la prudence ou la sous-estimation, votre approche reste la même. Tenez bon, faites le travail, et laissez vos performances parler. Si vous cédez au doute, vous le validez. Si vous le surmontez, vous l'effacez. Tenir bon signifie aussi avoir des attentes claires envers vous-même. Quand vous savez ce que vous attendez de vous, vous êtes moins ébranlé par ce que les autres attendent de vous. Vous n'aurez pas besoin d'une validation constante ni d'une permission pour aller chercher ce que vous voulez. Vous fonctionnerez à partir d'une confiance en soi qui est la base la plus solide quand les autres doutent. Il y a un autre aspect. Parfois, la personne qui doute de vous, c'est vous-même. Le doute interne peut être encore plus destructeur que le doute externe parce qu'il agit de l'intérieur. Quand le doute extérieur rencontre le doute intérieur,
cela peut vous arrêter avant même que vous ne commenciez. C'est pourquoi bâtir la confiance en soi par la préparation, le développement des compétences et la discipline quotidienne est si crucial. Si vous avez fait le travail, vous aurez les preuves nécessaires pour repousser vos peurs aussi, bien que celles des autres. Quand quelqu'un doute de vos capacités en public, la tentation peut être de surcompenser, de prouver immédiatement qu'il vous aide de manière agressive. Mais la position la plus forte est souvent la retenue. Une attitude calme et posée montre que vous n'êtes pas déstabilisé. Cela montre que vous valorisez l'action plutôt que le débat. Les gens remarquent quand vous restez maître de vous sous pression. Cela envoie le signal que vous pouvez gérer bien plus que la tâche immédiate. Vous pouvez faire face aux défis qui l'accompagnent. Il est aussi important de comprendre que vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Il suffit que vous ayez assez confiance en vous pour continuer d'avancer. Il y aura toujours des critiques, des sceptiques et des gens qui ne voient pas votre potentiel. Si vous vous arrêtez à chaque obstacle, vous ne terminerez jamais rien de valable. Tenir bon, c'est accepter que certaines personnes ne changeront jamais d'avis, et c'est très bien ainsi. Votre croissance et votre succès ne dépendent pas de leur approbation. Parfois, le doute des autres peut servir de carburant. Il peut vous pousser à aiguiser vos compétences, travailler plus dur et mieux vous préparer. Il ne s'agit pas de prouver que quelqu'un a tort juste pour son opinion. Il s'agit d'utiliser la situation comme motivation pour élever vos propres standards. Vous transformez leurs doutes en raison de devenir encore meilleur, ce qui vous profite à long terme, quel que soit leur avis. Garder son professionnalisme quand on doute de vous est essentiel. Si vous réagissez avec hostilité ou sarcasme, vous risquez de nuire à votre crédibilité. Mais si vous répondez avec concentration, persévérance et qualité, vous la renforcez. Même si la personne ne reconnaît jamais qu'elle avait tort, les autres verront comment vous avez géré la situation et vous respecteront pour cela. Vous devez aussi être prêt à soutenir votre confiance par de la préparation. Croire en soi est important, mais c'est le plus puissant quand c'est associé à la compétence et à la préparation. Si vous vous êtes préparé, vous pouvez tenir bon sans hésiter. Sinon, le doute des autres peut frapper plus fort car au fond vous saurez qu'ils ont raison. La solution est simple. Faites le travail à l'avance pour pouvoir affronter le moment sans fléchir. Parfois, tenir bon signifie demander l'opportunité de montrer ce que vous pouvez faire. Si quelqu'un doute de vous, vous pouvez dire « Donnez-moi la chance de gérer cela et je vous montrerai les résultats ». Cette approche est proactive. Vous n'attendez pas qu'ils changent d'avis d'eux-mêmes. Vous prenez l'initiative de fournir la preuve dont ils ont besoin. En développant cette habitude, vous verrez votre résilience grandir. Les situations qui vous déstabilisaient commenceront à vous paraître gérables. Au lieu d'éviter les défis là où d'autres doutent, vous les rechercherez. Vous verrez en eux des occasions de renforcer en même temps votre réputation et votre image de vous-même. Tenir bon ne signifie pas être borné pour le plaisir. C'est savoir quand rester ferme parce que l'objectif ou la tâche en vaut la peine. C'est comprendre votre propre valeur et refuser de laisser la perspective limitée d'autrui définir vos capacités. Plus vous pratiquez cela, plus c'est naturel. Vous commencez à répondre aux doutes par l'action plutôt que par l'émotion. Et ce changement construit une confiance durable. Au final, l'opinion la plus importante à gérer est la vôtre. Si vous pouvez sortir d'une situation en sachant que vous êtes resté ferme, fidèle à vos standards et que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez gagné, peu importe la vie des autres. C'est cette assurance qui ne s'efface pas parce qu'elle repose sur des preuves que vous vous donnez encore et encore. La prochaine fois que quelqu'un doutera de vos capacités, prenez cela comme un signal pour vous ancrer, pas pour vous rétracter. Parlez clairement, agissez avec détermination et assurez-vous que votre travail suit. Montrez par la constance et les résultats que leurs doutes étaient infondés. Même s'ils ne l'admettent jamais à voix haute, ils le sauront. Plus important encore, vous le saurez. Et une fois que vous aurez prouvé à vous-même que vous pouvez tenir bon face aux doutes, vous porterez cette force dans tous les défis à venir. Chapitre 10. Prenez l'initiative dans les moments où les autres hésitent. Il y a des moments dans la vie où un groupe fait face à une décision, un défi ou une opportunité, et tout le monde attend que quelqu'un d'autre agisse le premier. Ces moments ne sont pas toujours dramatiques. Ils peuvent être aussi petits que choisir ou aller pour une réunion, ou aussi importants que guider une équipe à travers un projet difficile. Dans ces situations,
l'hésitation se propage vite. Les gens ont peur de faire le mauvais choix, de se démarquer ou d'assumer une responsabilité pouvant entraîner des critiques. Mais c'est précisément dans ces moments que se construit le leadership. Si vous intervenez quand les autres restent immobiles, vous faites avancer la situation. Mais vous montrez aussi à vous-même et aux autres que vous êtes prêt à prendre en charge quand cela compte. Prendre l'initiative quand les autres hésitent ne signifie pas chercher à dominer ou contrôler chaque situation. Il s'agit de reconnaître quand le progrès dépend du premier pas et d'avoir le courage d'être cette personne. Souvent, l'hésitation des autres ne vient pas d'un manque de compétences, mais de la peur du jugement ou de l'incertitude sur la prochaine étape. En prenant les devants, vous rompez cette incertitude et créez de l'élan. Les gens réagissent naturellement au mouvement. Une fois que quelqu'un prend l'initiative, il devient plus facile pour les autres de participer et de contribuer. Cette volonté de diriger est remarquée, même si elle n'est pas toujours reconnue publiquement. Au travail, les leaders sont souvent identifiés non par leur titre, mais par leurs actions. Quand un problème survient et que vous êtes celui qui propose une solution, les gens s'en souviennent. Dans les contextes sociaux, amis et connaissances gravitent vers ceux qui agissent plutôt que d'attendre que les choses arrivent. Avec le temps, cette habitude de prendre les devants vous forge une réputation. Vous devenez la personne vers qui on se tourne quand il faut prendre des décisions. Une des raisons pour lesquelles les gens hésitent est la peur d'avoir tort. Le risque d'échec peut paralyser si on le voit comme une tâche permanente sur sa crédibilité. Mais les leaders forts comprennent que l'échec n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Même si la décision que vous prenez ne mène pas à un résultat parfait, elle vous fait avancer et vous donne des informations que vous n'auriez pas eues autrement. Ces informations peuvent être utilisées pour ajuster et s'améliorer. Mais sans ce premier pas, rien ne se construit. Prendre l'initiative signifie aussi accepter la responsabilité du résultat, qu'il soit bon ou mauvais. C'est là que la vraie confiance entre en jeu. N'importe qui peut prendre la parole quand il sait que son choix sera sûr et réussi. Mais il faut de l'assurance pour agir quand le résultat est incertain. C'est pourquoi diriger dans les moments d'hésitation construit plus que de l'influence. Cela forge la force intérieure. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez supporter le poids de la responsabilité. Et cette connaissance de soi vous rend plus décisif à l'avenir. Pour diriger efficacement dans ces situations, vous devez rester calme quand les autres sont incertains. La panique ou l'énergie précipitée rendent les gens moins enclins à suivre vos directions. Prenez plutôt un moment pour évaluer la situation. Réfléchissez à l'étape la plus logique, même si vous n'avez pas encore tous les détails. Puis, communiquez clairement et agissez avec détermination. Quand les autres voient que vous êtes stable et décidé, ils ont bien plus tendance à vous faire confiance. Il est important de se rappeler que diriger quand les autres hésitent ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses. Beaucoup pensent que le leadership, c'est avoir la solution parfaite immédiatement. Mais en réalité, c'est souvent créer un point de départ. Vous pouvez dire, voilà ce que je pense que nous devrions essayer d'abord, puis ajuster au fur et à mesure que des informations nouvelles arrivent. Cette approche fait avancer les choses et invite les autres à contribuer, sans se sentir sous pression de faire le premier pas eux-mêmes. Avec le temps, prendre l'initiative dans ces moments d'hésitation vous apprend à être à l'aise avec l'incertitude. Beaucoup attendent la clarté avant d'agir. Mais la clarté arrive souvent après le premier pas, pas avant. Quand vous apprenez à avancer malgré l'incertitude, vous vous distinguez de ceux qui attendent les conditions parfaites. Ces conditions arrivent rarement. Et si elles arrivent, elles ne durent pas. Le progrès appartient à ceux qui agissent avant d'avoir tous les détails. Un autre aspect clé de la prise d'initiative est la volonté de se démarquer. Dans les moments d'hésitation, le groupe s'efface dans l'immobilité. La personne qui avance se distingue immédiatement, et tout le monde n'est pas à l'aise avec cette attention. Mais si vous voulez grandir en influence, vous devez accepter d'être visible. La visibilité apporte à la fois louange et critique. Et diriger signifie être prêt à gérer les deux. Cette habitude crée aussi une croissance personnelle bien au-delà de la situation immédiate. Vous commencez à vous voir différemment, non comme quelqu'un qui attend les ordres, mais comme quelqu'un qui sait en donner. Ce changement d'identité modifie votre façon d'aborder les opportunités. Vous cessez de vous demander si quelqu'un d'autre va prendre en charge, et vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses.
Cette mentalité proactive conduit à plus de réalisation et à une confiance en soi plus profonde. Dans la vie professionnelle, la capacité à prendre l'initiative dans les moments d'hésitation est une des qualités les plus valorisées par employeurs et équipes. Elle signale de l'initiative, une capacité à résoudre des problèmes et de la fiabilité. Dans la vie personnelle, cela peut renforcer les relations car les gens vous font confiance pour agir quand cela compte. Amis, famille et collègues commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable. Pas seulement quand tout est facile, mais aussi quand c'est incertain. Un défi auquel vous pourriez être confronté est la peur de dépasser les bornes. Vous pourriez craindre qu'en prenant l'initiative, vous empiétiez sur le rôle de quelqu'un ou que vous mettiez les gens mal à l'aise. La manière d'y faire face est de privilégier la collaboration plutôt que le contrôle. Vous pouvez dire « Voici ce que je propose ». Qu'en pensez-vous? Cela montre que vous êtes prêt à agir, mais aussi ouvert aux avis. Cela invite à la coopération plutôt qu'à la résistance, tout en rompant le cycle de l'hésitation. Un autre obstacle est le doute de soi. Vous pourriez penser « Qui suis-je pour prendre les devants ici ?» La réponse est simple. Vous êtes la personne prête à agir. Cela vous place déjà en avance par rapport aux nombreux qui attendent que quelqu'un d'autre commence. Vous n'avez pas besoin d'être le plus expérimenté ou le plus compétent. Vous avez juste besoin d'être prêt à commencer. Et cette volonté est ce qui construit l'expérience et la connaissance avec le temps. Prendre l'initiative dans les moments d'hésitation renforce aussi vos capacités de prise de décision. Plus vous pratiquez, mieux vous évaluez vite les situations et choisissez un plan d'action. Vous devenez plus à l'aise pour décider avec des informations limitées, une compétence qui profite à tous les domaines de la vie. Et comme vous avez construit cette habitude, vous avez moins de risques de bloquer face à des défis inattendus. Il est aussi notable que les gens se souviennent souvent de qui a pris l'initiative dans des situations difficiles ou incertaines. Ils peuvent oublier les détails exacts, mais ils se rappellent la personne qui a donné la direction et créé du mouvement quand personne d'autre ne l'a fait. Ce souvenir influencera la façon dont ils vous considèrent pendant des années, impactant des opportunités et relations de manière inattendue. Plus vous pratiquez cela, plus ça devient naturel. Au début, vous devrez peut-être vous forcer consciemment à passer à l'action. Avec le temps, cela deviendra automatique. Vous verrez l'hésitation non comme un signal d'attente, mais comme une ouverture à agir. Cette mentalité fait de vous une personne précieuse quel que soit le cadre, car vous apportez clarté et élan là où les autres apportent incertitude. Prendre l'initiative quand les autres hésitent est l'une des démonstrations les plus claires de confiance. Cela montre que vous avez assez confiance en vous pour avancer sans certitude parfaite. Cela montre que vous êtes prêt à assumer la responsabilité, même en présence de risques. Et cela montre que vous valorisez le progrès plutôt que le confort. Ces qualités ne vous distingueront pas seulement, elles vous transformeront en quelqu'un capable de relever des défis et de saisir des opportunités plus grandes. Si vous en faites une habitude, vous constaterez que l'hésitation ne vous intimide plus. Vous commencerez à la voir comme votre signal, le moment où votre rôle devient clair. Vous constaterez que les gens viennent vous chercher pour des conseils, non parce que vous avez toujours la réponse parfaite, mais parce qu'ils savent que vous agirez quand les autres seront bloqués. Cette confiance se gagne par l'action et se construit un moment décisif à la fois. Chaque fois que vous prenez les devants dans un moment d'hésitation, vous construisez votre confiance, votre réputation et votre capacité à influencer le cours des événements. Ces moments ne servent pas seulement à résoudre un problème. Ils servent à forger qui vous êtes. Et plus vous vous y impliquez, plus vous devenez le genre de personne qui ne se contente pas de regarder la vie passer, mais participe à la créer.